Le texte est arrivé un mardi à 9h47, 3 semaines avant Thanksgiving. Mélissa, il faut que je te parle des vacances. Ta cousine Andrea amène son nouveau mari Marcus à Thanksgiving cette année. Il a une réussite incroyable. Il gère un fonds spéculatif d'1 milliard de dollars à Manhattan. Des clients très en vue. Ton père et moi pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. Tu te sentirais mal à l'aise et honnêtement, nous ne voulons pas de gêne. André est si fier de lui et vous savez ce que c'est. Peut-être l'année prochaine. Je t'aime. Maman. Je fixais mon téléphone à l'arrière de la voiture. Mon chauffeur, James, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Tout va bien, mademoiselle Chin? Très bien, James. Juste des affaires de famille. J'ai relu la lettre. Puis une 3e fois. Chaque mot était comme un petit couteau calculé. Astérisque tu te sentirais mal à l'aise. Astérisque traduction, tu nous embarrasserais. Astérisque traduction. Tu es l'échec de la famille et nous avons besoin que tu disparaisses quand le succès arrive. J'ai répondu. Compris. Pas d'argument. Pas d'expression de sentiments blessés. Pas d'explication sur la cruauté de la situation. Juste un mot, parce que j'avais appris il y a des années qu'il était inutile de se défendre face à des gens déterminés à mal vous comprendre. Et la réponse de maman est arrivée 30 secondes plus tard. Tu es tellement mature. Je savais que tu comprendrais. Nous ferons quelque chose de spécial tout de suite. Peut-être un déjeuner. Ce déjeuner n'aurait jamais eu lieu. Il n'a jamais eu lieu. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé l'horizon de Manhattan. Mon immeuble de bureau brillait dans le soleil matinal, 47 étages d'acier et de verre. Et la voiture s'est garée dans le parking souterrain réservé aux cadres, après le parking normal, dans la section marquée Private Executive Suite Only, suite privée réservée aux cadres. Bonne journée, mademoiselle Chin et ...» dit James en ouvrant la porte. Vous aussi, James. On se voit à 5 heures. L'ascenseur privé m'a emmené directement au 45e étage. Les portes s'ouvrent sur des fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur Central Park, des œuvres d'art moderne de bon goût sur les murs, et mon assistant Derek déjà à son bureau. Bonjour, Mélissa. Le café est prêt. Vous êtes à 10 heures avec Riverside Capitol. C'est toujours d'actualité. Merci, Derek. Qui est le 14 heures déjà? Il consulte sa tablette. Marcus Thornton. Whitmore associé. Examen trimestriel du portefeuille pour le compte 47 Alpha. Je me suis figé pendant une seconde. Marcus Thornton? Oui. 3e examen trimestriel. Vous voulez que je sorte son dossier? Non, je m'en souviens maintenant. Merci. Je suis entré dans mon bureau. J'ai fermé la porte et je me suis mis devant la fenêtre. Marcus Thornton. Le nouveau mari de ma cousine Andrea. L'homme qui a si bien réussi que ma présence à Thanksgiving aurait en quelque sorte diminué son éclat. L'homme qui, depuis 9 mois, gérait l'un de mes comptes d'investissement sans savoir qui j'étais. Le compte 47 Alpha était détenu par un trust, le Redwood Family Trust, géré par un cabinet d'avocats. Marcus ne m'avait jamais rencontré en personne. Nos 2 derniers examens trimestriels s'étaient déroulés par vidéoconférence, ma caméra ayant commodément mal fonctionné. Il avait parlé à une voix, examiné des chiffres, perçu ses frais de gestion substantiels. Et elle ne se doutait pas que le portefeuille de 95 millions de dollars qu'il gérait appartenait à la déception familiale qui ne méritait pas le dîner de Thanksgiving. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le dossier. Marcus Thornton, 34 ans, MBA de Harvard. 7 ans chez Goldman Sachs avant de rejoindre Whitmore Associates il y a 3 ans. Marié à Andrea Chin il y a 6 mois dans ce que maman avait décrit comme le mariage du siècle. Je n'avais pas non plus été invité à ce mariage, programmé par coïncidence le même week-end qu'un inévitable voyage familial à Napa. Le portefeuille s'était bien comporté. Rien de spectaculaire, mais des rendements solides. Stratégie conservatrice. Il était compétent, mais sans imagination. Mon téléphone a sonné. Un texte de groupe sur le chat familial. Celui auquel je participais encore, probablement parce que maman avait oublié de m'en retirer. Andrea, j'ai hâte d'être à Thanksgiving. Ceci apporte du vin d'un client qui possède un vignoble dans le Bordelais. Papa,
il veut te parler d'opportunités d'investissement. Maman, il veut te parler d'opportunités d'investissement, merveilleux. Ce sera notre Thanksgiving le plus élégant. Papa, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. C'est bien d'avoir quelqu'un dans la famille qui comprend la vraie richesse. Oncle Richard, il était temps que nous ayons un expert financier à notre table. Andrea, il est si modeste, mais il compte parmi ses clients 3 PDG de Fortune 500. J'ai beaucoup de chance. J'ai posé le téléphone. L'ironie était presque magnifique. Il voulait une expertise financière à la table. À l'âge de 33 ans, j'avais constitué un portefeuille personnel de 340 millions de dollars. J'étais l'investisseur principal de 6 entreprises différentes. J'y siégeais dans 2 conseils d'administration d'entreprises. Le mois dernier, Forbes m'avait interviewé pour un article sur les jeunes investisseurs dans la technologie sous mon nom d'entreprise, Monsieur Chin Capital, qui n'était apparemment pas assez célèbre pour que ma famille se connecte à moi. Mais Andrea avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs. Ce qui était impressionnant d'une manière qu'il pouvait comprendre et dont il pouvait se vanter. Il travaillait pour une société qui avait un nom. Il gérait l'argent des autres. Cela correspondait à leur vision du succès. J'avais créé de la richesse. Mais je l'avais fait discrètement, stratégiquement, sans leur approbation ni leur participation. Comme ils n'ont jamais pris la peine de me demander ce que je faisais réellement, parce que quelque chose avec des ordinateurs leur suffisait pour me catégoriser et m'écarter, ils n'en avaient aucune idée. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Ma cousine Andrea était l'enfant chéri, plus jolie, plus charmante, plus douée pour dire ce que les adultes voulaient entendre. J'étais l'enfant bizarre qui aimait les maths et passait trop de temps sur Internet. Quand Andrea a été nommée capitaine des Pom-Pom Girls, j'ai intégré l'équipe de robotique. Quand Andrea est sortie avec le quarterback, j'ai appris à coder. Pourquoi ne ressembles-tu pas plus à Andrea, est devenu le refrain favori de ma mère. Elle est si posée. Elle est si sociable. Nous devons poser l'ordinateur et apprendre à interagir avec les gens. Mélissa. Lors des dîners en famille, Andrea parlait de ses projets. Diplôme de marketing, travailler dans la mode ou les relations publiques, épouser quelqu'un qui a du succès. Tout le monde approuvait d'un signe de tête. Puis il se tournait vers moi. Et Mélissa, tu fais toujours tes trucs d'ordinateur. Le ton était clair. C'était une phase, une bizarrerie, quelque chose dont je me débarrasserai une fois que j'aurai pris la vie au sérieux. Je suis entrée au MIT. Bourse complète. Mes parents semblaient presque déçus. C'est si loin, a dit maman. Et Boston est si froid. Andrea va aller chez toi. C'est bien mieux pour se faire des contacts. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'Andrea va dans un endroit prestigieux où elle rencontrera le bon type de personne. Toi, tu vas dans un endroit où il n'y a que des intellos. Au MIT, j'ai découvert que je n'étais pas bizarre. J'étais exactement à ma place. J'ai fait une double spécialisation en informatique et en économie. J'ai fait un stage dans une start-up de la fintech pendant ma 2e année. En première année, j'ai créé un algorithme de trading qui a attiré l'attention d'une société de capital risque. Elle m'a proposé un emploi dès la fin de mes études. Salaire ? 180 000 dollars. Plus des actions. J'ai appelé chez moi, tout excitée. C'est bien, chérie, m'a dit maman. Andrea vient de se fiancer. Avec un avocat. Nous préparons le mariage pour l'été prochain. Tu seras demoiselle d'honneur bien sûr. En fait, je n'étais pas demoiselle d'honneur. Andrea a choisi ses sœurs de sororité à la place. J'ai été invitée au mariage. Assise à une table du fond avec des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés. Le mariage de l'avocat a duré 18 mois. Je n'ai rien dit à ma famille lorsque j'ai gagné mon premier million. J'avais 25 ans et il provenait d'une combinaison de mon salaire, de ma participation dans la start-up, qui a été rachetée, et d'investissements intelligents que j'avais réalisés à l'aide de mon propre algorithme. Je ne leur ai rien dit parce que je savais exactement ce qui allait se passer. Ils auraient essayé de le contrôler ou l'auraient considéré comme de la chance. C'est pourquoi j'ai gardé le silence. J'ai déménagé à New York, la tête baissée. J'ai investi avec prudence. Lors des réunions de famille, les questions étaient toujours les mêmes. Tu fais toujours de la technologie ? Tu vois quelqu'un ? Tu sais, Andrea sort avec un médecin maintenant. Il n'est pas trop tard pour passer à quelque chose de plus stable. Mélissa.
Je souriais. Je faisais un signe de tête. Je donnais des réponses vagues. Et je partais tôt, retournant à ma vraie vie, celle où je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre ou diminuer. À 30 ans, mon portefeuille avait franchi la barre des 200 millions de dollars. J'avais investi dans 11 startups, dont 7 avaient été rentables. J'avais acheté un appartement à Tribeca. J'y conduisais une voiture modeste, portais des vêtements ordinaires et gardais ma vie privée, car j'avais appris que dès que l'on montre le succès à des gens qui ont décidé que l'on est censé échouer, ils essaient de s'en emparer ou se persuadent que ce n'est pas réel. Le petit ami médecin d'Andrea est devenu le fiancé médecin d'Andrea, puis son ex-fiancé, il l'a trompé avec une infirmière. La famille s'est ralliée à elle. Elle était la victime, la princesse qui méritait mieux. Au moins, tu n'as pas à faire face à un chagrin d'amour, m'a dit maman lors d'un dîner dominical. La vie de célibataire est tellement plus simple. En fait, j'étais en couple avec James, qui deviendrait plus tard mon directeur financier. Mais je ne leur ai rien dit parce qu'ils ne me l'ont pas demandé et que j'ai cessé de leur donner des informations depuis des années. Puis, il y a 6 mois, Andrea a rencontré Marcus lors d'un gala de charité. 3 mois plus tard, ils étaient fiancés. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Et soudain, Andrea a repris son trône en tant qu'exemple de réussite familiale. Le mariage auquel je n'ai pas été invité a fait l'objet d'une couverture dans les pages mondaines. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Marcus Thornton épouse Andrea Chin lors d'une somptueuse cérémonie dans les Hamptons. Il y avait des photos de maman et papa rayonnants, d'Andrea dans une robe de créateur. Du rassemblement intime de 300 invités. J'ai tout vu sur Instagram. Le groupe de discussion de la famille a explosé d'excitation. Marcus était brillant. Marcus avait du succès. Marcus gérait de l'argent important pour des gens importants. Enfin, quelqu'un dans la famille qui comprenait la vraie finance. J'ai failli rire. La vraie finance, j'avais pratiqué la vraie finance alors qu'ils essayaient encore d'expliquer à leurs proches ce que je faisais pour gagner ma vie. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contentée de regarder. 9 mois avant le mariage, j'avais cherché un nouveau gestionnaire de portefeuille pour l'une de mes diverses participations. C'est mon gestionnaire principal qui s'en est chargé. Probablement Marcus Thornton. C'est leur étoile montante. Il était chez Goldman. Un type intelligent, un peu égoïste, mais qui sait ce qu'il fait. Marcus Thornton, ai-je répété. Vous le connaissez? Non, j'ai dit. Je ne l'ai jamais rencontré. Ce qui était vrai. Je ne l'avais jamais rencontré. Andrea l'avait invité à un dîner de famille avant les fiançailles, mais je n'avais pas pu y assister. En fait, j'étais à Singapour pour conclure une affaire, mais j'ai dit que j'avais la grippe. J'ai dit à Richard, organiser le tout par l'intermédiaire du Redwood Trust. Je veux un anonymat total. Il vous fait un rapport, vous me faites un rapport. Richard n'a pas demandé pourquoi. Il était mon avocat depuis 7 ans. Il savait que je tenais à ma vie privée. Le compte a été créé. Marcus Thornton a été désigné. Le premier examen trimestriel a eu lieu par vidéoconférence, ma caméra éteinte. Difficulté technique, a expliqué Richard. Mademoiselle Chin-Wan préfère l'audio uniquement. Marcus n'a pas posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Le compte valait 95 millions de dollars. Ses honoraires étaient substantiels. Tant que l'argent était réel. Qui se souciait de savoir si le client avait peur des caméras? Je l'ai écouté présenter sa stratégie. Une allocation conservatrice, des actions axées sur les dividendes, quelques obligations municipales pour l'efficacité fiscale. C'était un véritable manuel. Vous voyez? Exactement ce pourquoi je l'avais engagé. Ça a l'air bien, ai-je dit au téléphone, en modulant légèrement ma voix. Poursuivez. C'est excellent. Et permettez-moi de dire, Madame Chin, que c'est un plaisir de travailler avec un client qui comprend la valeur de la patience dans l'investissement. Trop de gens veulent des rendements rapides. J'ai failli rire. Si seulement ils savaient que mon portefeuille agressif, celui que je gère moi-même, avait rapporté 34% l'année dernière. En effet. J'ai répondu. Lent et régulier. Le deuxième examen trimestriel s'est déroulé de la même manière. Les performances étaient adéquates.
Les rendements étaient corrects. Marcus était content de lui. J'ai approuvé la poursuite de sa stratégie. Puis vint le mariage. J'ai vu le post Instagram. J'ai lu les textes élogieux de ma mère dans le chat familial sur le fait qu'Andrea avait enfin trouvé un vrai gagnant. J'ai noté le commentaire de papa sur le fait que c'est bien d'avoir une expertise financière dans la famille maintenant. Et j'ai pris une décision. Le 3e examen trimestriel se fera en personne. J'ai demandé à Richard de l'organiser à mon bureau. Il m'a demandé, vous êtes sûr? Cela rompt votre anonymat. Je suis sûr. Dites-lui que Madame Monsieur Chin de Monsieur Chin Capital le rencontrera personnellement. Suite exécutive du 45e étage. Cela va être intéressant, dit Richard. Oui. Je suis d'accord. C'est vraiment intéressant. Le texte de désinvitation est arrivé 3 semaines avant Thanksgiving. Le message de maman était clair. J'étais une gêne, une source potentielle de maladresse, quelqu'un qu'il fallait cacher lorsque le vrai succès se présentait. J'aurais pu leur dire tout de suite. J'aurais pu envoyer une capture d'écran de mon portfolio. J'aurais pu expliquer que Marcus travaillait littéralement pour moi, qu'il gérait une fraction de ma fortune, qu'il percevait des honoraires que je lui versais. Mais cela aurait été défensif. Réactif. Cela aurait donné l'impression que j'essayais de prouver quelque chose. A eu lieu de cela. J'ai décidé de laisser l'univers s'en charger. Marcus avait un rendez-vous trimestriel à mon bureau 3 jours après le message de maman. Il gérait le compte 47 Alpha depuis 9 mois sans savoir qui j'étais. Il était sur le point de le découvrir. Je n'ai pas changé la date de la réunion. Je ne l'ai pas prévenu. J'ai simplement poursuivi ma semaine en regardant le chat du groupe familial se remplir de l'excitation de Thanksgiving. Andrea, Marcus apporte sa fameuse tarte au potiron. Il a pris des cours de cuisine à Paris. Maman, c'est merveilleux. Mélissa, tu es toujours d'accord pour ne pas venir cette année, n'est-ce pas? Je sais que tu comprends. Moi, oui. J'ai compris. Papa, ce sera bien d'avoir une conversation sophistiquée cette année. Marcus connaît le gouverneur, apparemment. Oncle Richard, je veux connaître ses stratégies d'investissement. Peut-être qu'il peut nous donner des conseils. Je le voyais bien. Le dîner de Thanksgiving, Marcus tenant la cour. Expliquant la finance à des gens qui pensaient qu'un 4 cents 1 K était un investissement sophistiqué. Mes parents rayonnaient. Andrea rayonnant d'une gloire réfléchie. Aucun d'entre eux ne savait que l'argent que Marcus gérait, les honoraires qu'il percevait, la crédibilité d'un fonds spéculatif d'1 milliard de dollars qu'il écrivait, une partie de tout cela venait de moi. L'ironie était exquise. Dimanche après-midi, Andrea m'a appelé. C'était rare, nous ne nous parlions presque plus. Andrea, Mélissa, comment vas-tu? Moi, je vais bien, Andrea. Félicitations pour tout. Andrea, merci. Écoute, j'ai entendu parler de Thanksgiving. Je veux que tu saches que ce n'était pas mon idée. Ce n'est pas grave. C'est juste la carrière de Marcus, tu sais, il travaille avec des gens de très haut niveau et maman a pensé que ce serait plus facile si c'était juste, vous savez, le cercle intérieur cette année. Le cercle intérieur. Dont je ne faisais pas partie. Moi, je comprends. J'ai dit. Andrea, tu es tellement cool à ce sujet. Je savais que tu le serais. Tu as toujours été si indépendante, si satisfaite de ce que tu fais. Tout le monde n'a pas besoin des projecteurs, n'est-ce pas? Moi, c'est vrai, j'ai dit. Andrea, et honnêtement, tu t'ennuierais probablement de toute façon. Marcus parle tout le temps de finances. C'est très technique. Je les comprends à peine et je suis mariée avec lui. Elle a ri. Moi, j'en suis sûre, j'ai dit. Andrea, d'accord, je dois y aller. Nous rencontrons ses parents pour le dîner. Mais allons prendre un café bientôt, d'accord? Je veux entendre parler de ton. Qu'est-ce que tu fais déjà? Quelque chose avec les ordinateurs. Quelque chose comme ça. Trop cool. Ok, je t'aime, bye. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis, le téléphone à la main. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas vraiment de la colère. Pas de la souffrance. Quelque chose de plus froid et de plus clair. J'avais passé 17 ans à être patiente avec eux. À être la personne la plus importante. À laisser rouler leur mépris sur mon dos. À construire ma vie tranquillement pendant qu'ils décidaient que c'était moi l'échec.
Mais là, ne pas m'inviter pour protéger l'ego du mari d'Andrea? Un homme qui gérait littéralement mon argent? Je n'avais plus de patience. Lundi matin, je me suis habillée avec soin. Le costume de Tom Ford, bleu marine, parfaitement taillé. Des talons Louboutin. Ma montre Patek Philippe. Celle que je m'étais achetée lorsque j'avais atteint mes premiers 50 millions de dollars. Cheveux tirés en arrière dans un chignon élégant. Des bijoux minimaux. À l'exception des clous d'oreilles en diamant qui coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Une réunion importante. Derek m'a demandé quand j'étais arrivé. Bilan trimestriel, ai-je dit. Ça devrait être intéressant. Le type de Whitmore & Associates? C'est lui. Tu veux que j'y assiste? Non. C'est personnel. Derek a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. Il travaillait pour moi depuis 4 ans. Il savait quand il fallait laisser les choses se dérouler. À 13h45, le service de sécurité de l'immeuble a appelé. Madame Chin, un Marcus Thornton de Whitmore & Associates est là pour votre rendez-vous de 14h. Faites-le monter. Derek va l'accueillir. Depuis mon bureau, j'ai regardé les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Marcus en est sorti et j'ai vu pour la première fois le mari d'Andrea. Grand, beau de manière générique, costume coûteux. Démarche assurée. Il avait l'allure de Goldman Sachs. Le genre qui vient des années où l'on vous dit que vous êtes spécial parce que vous travaillez dans une entreprise prestigieuse. Derek le salue avec professionnalisme. Monsieur Thornton. Je vous souhaite la bienvenue. Vous désirez quelque chose? De l'eau? Un café? Je vais bien, merci. Marcus fait le tour du bureau, admire les œuvres d'art, la vue, la richesse évidente. Un espace impressionnant. Mademoiselle Chin sera à vous dans un instant. Veuillez vous asseoir. J'ai attendu exactement 3 minutes. Je l'ai laissé s'asseoir. Qu'il s'interroge. Qu'il commence à ressentir cette petite pointe d'incertitude qui survient lorsque l'on se trouve sur le territoire de quelqu'un d'autre. Puis je suis sorti. Marcus s'est levé, sourire professionnel en place, main tendue. Mademoiselle Chin. C'est un plaisir de se rencontrer enfin en pauvre. Il s'est arrêté. Sa main s'est figée au milieu de son extension. Son visage passa par plusieurs expressions en succession rapide. Confusion, reconnaissance, incrédulité. Mélissa. Bonjour, Marcus. Je lui ai serré la main fermement, puis j'ai fait un geste vers la salle de conférence. On y va? Je ne comprends pas ce que vous êtes. Vous êtes ici pour un bilan trimestriel. Faisons le point. Je suis entré dans la salle de conférence. Après un moment de silence étonné, il m'a suivi. Derek avait déjà installé le matériel de présentation. J'ai pris place en bout de table. Marcus s'est assis lentement, comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il s'est trompé de réunion. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion, a-t-il déclaré. Je suis ici pour rencontrer Monsieur Chin. Le titulaire du compte du Redwood Family Trust. C'est moi. Mélissa Chin, même, Chin Capital. Le Redwood Family Trust est l'un de mes véhicules d'investissement. Son visage est devenu pâle. Votre M. Chin? C'est vrai. Mais je pensais que le compte que vous n'avez jamais, je préfère la confidentialité. Mon avocat, Richard Voss, s'occupe des détails administratifs. Mais c'est mon compte. Mes 95 millions de dollars, que vous gérez depuis 9 mois. Je l'ai regardé faire. J'ai vu les chiffres se mettre en place. Je l'ai vu réaliser que le cousin sans importance d'Andrea, celui qui ne mérite pas le dîner de Thanksgiving, était le client qui payait ses honoraires substantiels. Je n'en avais aucune idée, a-t-il finalement déclaré. J'en suis conscient. C'était intentionnel. J'ai ouvert le dossier du portefeuille. Maintenant, parlons de la performance. J'ai plusieurs questions sur vos décisions d'allocation Q3. Pendant les 20 minutes qui ont suivi. Je l'ai mis à l'épreuve. Chaque décision, chaque transaction, chaque raisonnement.
J'ai posé des questions techniques sur les coefficients bêta, les ratios nets, les stratégies de récupération des pertes fiscales. J'ai remis en question ses pondérations sectorielles, son exposition internationale, son risque de duration dans l'allocation à revenu fixe. Marcus faisait bien son travail. Je n'aurais pas engagé Whitmore & Associates s'il n'était pas compétent. Mais il était visiblement ébranlé. Sa présentation habituelle, très fluide, ne cessait de bégayer. Il commençait à expliquer quelque chose, puis semblait se rappeler à qui il parlait, et son assurance vacillait. La position des marchés émergents, ai-je dit en regardant le tableau d'allocation. Vous êtes sous-pondéré par rapport à l'indice de référence. Pourquoi ? Eh bien, compte tenu de la volatilité de ce secteur. J'ai pensé qu'il fallait adopter une approche conservatrice. Le but de ce portefeuille est d'être conservateur. Mais conservateur ne veut pas dire timide. Les marchés émergents ont baissé de 12% par rapport à leur sommet. C'est une opportunité d'achat, pas un moment pour se cacher dans les actions domestiques à grande capitalisation. Je peux ajuster cette allocation. S'il vous plaît, faites-le. J'aimerais recevoir une proposition de rééquilibrage d'ici la fin de la semaine. J'en prends note. Qu'en est-il de l'exposition à l'immobilier ? Vous avez beaucoup de FPI, mais peu de biens immobiliers directs. L'immobilier direct nécessite une gestion plus active et je n'étais pas sûr. J'ai une équipe pour cela. S'il existe des opportunités intéressantes dans l'immobilier commercial, j'attends de vous que vous les identifiez. C'est pour cela que je vous paie. Bien sûr. Absolument. J'ai laissé le silence s'installer pendant un moment. Marcus s'est déplacé sur son siège, puis a semblé réaliser qu'il devait s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Mélissa, je dois dire que je suis choquée. Je n'avais aucune idée que tu étais impliquée dans ce niveau 2. Je veux dire, Andrea n'a jamais mentionné que tu. Andrea ne sait pas ce que je fais. Mes parents non plus. Ni personne dans la famille, en fait. Mais pourquoi ? Si vous avez construit ce genre de richesse, pourquoi ne le feriez-vous pas ? Dis-leur. J'ai souri. Quel serait l'intérêt ? Pour qu'ils s'en attribuent le mérite, qu'ils essaient de la contrôler, qu'ils demandent des prêts qu'ils ne rembourseront jamais, ou pire, qu'ils se persuadent qu'elle n'est pas réelle parce qu'elle ne correspond pas à l'image qu'ils se font de ce que je suis censé être. Marcus n'a rien dit. Il ne pouvait pas vraiment. Parce qu'il avait épousé cette famille. Il avait vu comment il fonctionnait. Vous semblez être un homme intelligent. Marcus. Alors laissez-moi vous poser une question. Depuis 9 mois que vous gérez ce compte, vous êtes-vous déjà demandé qui était Monsieur Chin ? Ah, oui, bien sûr. Mais c'est la confidentialité du client. Avez-vous déjà cherché sur Google ? Monsieur Chin Capital. Il hésite. 1 ou 2 fois. Et qu'avez-vous trouvé ? Plusieurs articles. Des mentions dans Forbes. Quelques articles sur les investissements technologiques. Je n'ai pas fait le lien avec vous parce que le cousin bizarre d'Andrea qui fait quelque chose avec les ordinateurs ne pourrait pas être un investisseur sérieux. Il a eu l'élégance d'avoir l'air embarrassé. Je suppose que j'ai fait des suppositions. C'est vrai. Tout comme l'ensemble de ma famille. Ces suppositions m'ont été très utiles. J'ai fermé le dossier du portefeuille. Maintenant, discutons de nos attentes pour l'avenir. Ce compte sera maintenu en l'état. Vous rendrez compte à Richard Voss. Vous fournirez des évaluations trimestrielles en personne, maintenant que nous avons établi la relation. Vous maintiendrez une totale confidentialité sur l'identité de votre client. Bien sûr, c'est une pratique courante. C'est bien. Car voici ce qui va se passer, Marcus. Dans 3 semaines, tu iras au dîner de Thanksgiving chez mes parents. Andrea sera fière de toi. Mes parents seront impressionnés par toi. Mon oncle te demandera des conseils en matière d'investissement. Et tu agiras comme si tu ne m'avais jamais rencontré. Ses yeux s'écarquillent. Tu ne vas pas leur dire ? Pourquoi le ferais-je ? Ils ne m'ont pas invité parce que ma présence te mettrait mal à l'aise. Parce que je ne me sentirais pas à ma place face à votre succès. Je me suis adossé à ma chaise. Savez-vous quelle est la valeur totale de mon portefeuille, Marcus ? Pas seulement ce compte.
L'ensemble de mes avoirs. Il a secoué la tête. 340 millions de dollars. À prendre ou à laisser. Ce compte de 95 millions de dollars que vous gérez? C'est environ 28% de ma fortune totale. Le reste, je le gère moi-même, par l'intermédiaire du capital risque de Direct Investissement. L'année dernière, mes rendements personnels ont été de 34%. Cette année, j'en suis à 41%. Le visage de Marcus est passé de la pâleur à la cendre. Je possède un Pantouz à Trebuc d'une valeur de 12 millions de dollars. J'ai une maison dans les Hantons, à 3 pas de l'endroit où vous vous êtes marié. Je siège au conseil d'administration de 2 entreprises technologiques d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars. J'ai été l'investisseur principal d'une jeune entreprise de biotechnologie qui est sur le point d'être introduite en bourse pour une valeur estimée à 400 millions de dollars. Le mois prochain, Forbes publiera un article sur moi concernant les jeunes investisseurs technologiques qui ont réussi. Je me suis levé. Marcus s'est automatiquement levé lui aussi. Alors, quand vous serez assis au dîner de Thanksgiving et que mon père vous interrogera sur votre philosophie d'investissement, quand ma mère s'extasiera sur le fait qu'il est merveilleux d'avoir enfin une expertise financière dans la famille, quand Andrea vous regardera comme si vous étiez son trophée, souvenez-vous de cette réunion. Souvenez-vous que la personne qu'ils ont écartée, la personne qu'ils ont trouvée embarrassante, est la raison pour laquelle vous percevez des frais de gestion sur un compte de 95 millions de dollars. Mélissa, Il semblait avoir du mal à trouver ses mots. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu auras la proposition de rééquilibrage pour Richard vendredi. Oui. Bien sûr. Mais puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé l'horizon de Manhattan. Parce que Marcus, la vérité n'a de valeur que pour les gens qui sont prêts à l'entendre. Ma famille a décidé qui j'étais quand j'avais 16 ans. Depuis, ils se félicitent de cette décision. Rien de ce que je dirai ne les fera changer d'avis. Mais ça, je me retourne vers lui. C'est la justice. Tu vas t'asseoir à leur table, accepter leur admiration, et savoir que tout cela repose sur un malentendu fondamental. Vous allez les voir me rejeter, se moquer de moi, avoir pitié de moi, et vous allez savoir ce qu'ils ne savent pas. Et tu vas vivre avec cette connaissance sans jamais pouvoir la partager. Cela semble cruel. Peut-être. Mais pas aussi cruel que de ne pas inviter sa fille à Thanksgiving parce qu'elle pourrait embarrasser le mari de l'enfant chéri. J'ai pris le dossier du portefeuille. Nous avons terminé. Derek va vous raccompagner. Marcus est resté là un moment. Comme s'il voulait dire quelque chose d'autre. Puis il a semblé y réfléchir à 2 fois, a rassemblé son matériel et s'est dirigé vers la porte. Il marqua une pause. Pour ce que ça vaut, je pense que ce sont des idiots. C'est ma famille, ai-je dit. C'est à moi de décider ce qu'ils sont. Il a hoché la tête et est parti. Après son départ, je suis resté longtemps à la fenêtre, à regarder la ville en contrebas. Mon téléphone a sonné. Le groupe de discussion de la famille. Maman, je viens de confirmer le menu avec le traiteur. Ça va être notre meilleur Thanksgiving. Andrea, Marcus est tellement excité. Il n'a jamais eu de vraies vacances en famille. Papa, j'ai hâte de parler affaires avec lui. Enfin quelqu'un à la table qui parle ma langue. J'ai souri. Oh, cela allait être intéressant. Et la semaine précédant Thanksgiving, les choses ont commencé à bouger. Mercredi. Richard a appelé. Je viens de recevoir la proposition de rééquilibrage de Marcus. Elle est très complète. Très agressive. En fait, c'est beaucoup plus que ce que j'attendais de lui. C'est une bonne chose. Il est motivé. Il a également demandé si vous envisagiez d'assister à Thanksgiving. Et elle a dit qu'il serait heureux d'expliquer à votre famille qu'il vous connaît professionnellement, que vous êtes un collègue respecté. Que lui avez-vous dit? Que ce n'était pas à moi de transmettre des messages. Mais Mélissa est en train de le ronger. Il a appelé 3 fois cette semaine pour poser des questions sur le portefeuille qui aurait pu attendre l'examen trimestriel. Laissez-le appeler. C'est bien qu'il prenne ce compte au sérieux. Tu sais qu'il pourrait dire la vérité à Andrea. Il ne le fera pas. Comment le sais-tu? Parce qu'il devrait alors expliquer pourquoi il ne lui a pas dit tout de suite.
Chaque jour qui passe rend la révélation plus difficile. À présent, il est pris au piège de ce secret autant que moi. La seule différence est que j'ai choisi ce piège. Il est tombé dedans. Richard reste silencieux pendant un moment. Vous avez bien réfléchi. Je l'ai fait. Et tu es absolument sûr de ne pas aller à Thanksgiving? Richard, ils ne m'ont pas invité. Je ne fais qu'honorer leurs souhaits. Vendredi, j'ai reçu un message de Marcus. Mademoiselle Chin, je voulais vous dire que la proposition de rééquilibrage a été soumise. J'ai également repensé à notre conversation. Serait-il possible de programmer un appel? Je n'ai pas répondu. Samedi, un autre message du chat familial. Andrea, il reste 2 jours avant la fête de la dinde. Marcus prépare aussi ses fameux choux de Bruxelles. Maman, je suis si reconnaissante pour cette famille. Ou du moins pour la plus grande partie d'entre elles. Un visage souriant avec des yeux souriants. Papa, Andrea, tu as vraiment touché le jackpot avec celle-là. Oncle Richard. J'ai hâte d'entendre parler des fonds spéculatifs. J'ai toujours été fasciné par la haute finance. J'ai désactivé les notifications. Lundi matin, Derek m'a surpris avant que je n'entre dans mon bureau. Vous avez un visiteur. Elle n'avait pas rendez-vous, mais elle dit qu'elle est ta cousine. Andrea Chin. J'ai fait une pause. Où est-elle? À la réception. Tu veux que je la renvoie? Non, je vais la voir. Salle de conférence. Andrea portait un costume Chanel de la tête aux pieds, un sac Hermès. Des chaussures qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Elle avait l'air polie, parfaite. La femme d'un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a réussi. Elle avait aussi l'air nerveuse. Mélissa, merci de me recevoir. Je sais que j'aurais dû appeler, mais j'étais dans le quartier, Anne. Tu n'es jamais dans le coin, Andrea. Que voulez-vous? Elle a cligné des yeux devant mon franc-parler. Nous avions toujours joué les gentils avant. Maintenu le semblant d'affection fraternelle. Je voulais te parler de Thanksgiving. Je ne viendrai pas. C'est ce que nous avons décidé. Je sais, mais Mélissa Marcus a agi bizarrement toute la semaine. Il est distrait, stressé. Hier, je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit que c'était pour le travail, mais je pense qu'il se sent mal parce que tu n'es pas invité. C'est entre toi et Marcus. Il a demandé si on pouvait t'inviter. Mais maman a déjà finalisé le plan de table et la commande du traiteur, et ce serait maladroit de changer les choses maintenant et honnêtement je pense que c'est mieux ainsi. Tu serais malheureux de toute façon. Tu n'as jamais aimé les grandes fêtes de famille. C'est ce que tu es venu dire? Non. Je suis venu demander, que faites-vous exactement? Marcus m'a demandé hier quel était ton métier et j'ai réalisé que je ne le savais pas. Tu es dans la technologie, c'est ça? Quelque chose avec les sites web. J'ai failli rire. J'ai failli rire. La curiosité suscitée non pas par un véritable intérêt pour moi, mais par les questions soudaines de son mari. Je lui ai dit, je suis investisseur. Oh, comme les actions et tout ça. Je fais des investissements directs en capital risque dans des entreprises technologiques. Un peu de gestion de portefeuille traditionnel. C'est génial. Vous êtes donc un conseiller financier? Non, je suis un investisseur principal. J'investis mon propre capital. Waouh! Je ne savais pas que vous aviez du capital à investir. C'est bien. Elle a dit cela comme si je lui avais dit que j'avais un beau compte d'épargne. Vous travaillez donc pour une société d'investissement. Je possède une société d'investissement. Même, Chin Capital. Voici mon bureau. Andrea a regardé autour d'elle, la voyant vraiment pour la première fois. L'art. La vue. Le mobilier coûteux. La richesse implicite dans chaque détail. C'est votre entreprise? Oui. Comme si elle vous appartenait? Tu ne fais pas que louer des bureaux ici. Andrea, la société m'appartient. Je gère des investissements d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce n'est pas une activité secondaire. C'est ce que j'ai construit au cours des 12 dernières années. Elle m'a regardé fixement. Plusieurs centaines de millions? Oui.
Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi maman et papa ne l'ont-ils pas su? Ils n'ont jamais demandé. Toi non plus. On pensait que tu faisais juste un travail technique. Comme le codage ou la conception de sites web ou quelque chose comme ça. J'ai fait ça aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais je l'ai transformé en quelque chose de plus grand. Andrea s'assoit lentement. Est-ce que Marcus est au courant? Mais il y en avait une. La vraie question. Il faudrait lui demander, ai-je dit. Mélissa, s'il te plaît. Mon mari sait-il que vous avez? Elle n'arrivait pas à finir sa phrase. Andrea, si tu veux savoir ce que Marcus sait, demande à Marcus. C'est entre vous et lui. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Une vraie vulnérabilité. Il a été tellement bizarre cette semaine. Et maintenant tu me dis que tu es une sorte de magnate de l'investissement et il pose des questions sur toi et j'ai juste besoin de savoir s'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Votre mari est un gestionnaire de fonds spéculatifs. Je suis un investisseur. Nous existons dans le même écosystème professionnel. C'est tout. Mais vous l'avez rencontré? Professionnellement. J'ai rencontré beaucoup de gens professionnellement. Mélissa, s'il te plaît, dis-moi. Dites-moi quoi? Que votre mari respecte mon travail? Que la communauté professionnelle me prend au sérieux même si notre famille ne le fait pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise exactement, Andrea? Elle s'est levée. La colère illuminant son visage. Tu sais quoi? C'est tellement typique de toi. Toujours à agir comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Comme si tu étais trop bien pour la famille. Nous essayons de t'inclure et tu rends les choses difficiles. Tu ne m'as pas invité à Thanksgiving. Parce que tu serais mal à l'aise. Marcus travaille avec des PDG de Fortune 500. De quoi parlerais-tu? L'ironie était si parfaite que j'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Je lui ai expliqué que son mari travaillait pour moi, que le compte qu'il gérait était le mien, que les honoraires qu'il percevait provenaient de ma fortune. Mais je ne l'ai pas fait point parce que l'expression de son visage quand elle l'apprendrait, si elle l'apprenait, serait tellement plus satisfaisante si elle venait de Marcus. Qu'il explique pourquoi il a gardé ce secret. Laissons-le gérer cette conversation. Tu as raison, virgule. Ai-je dit à la place. Je serais probablement mal à l'aise. C'est mieux comme ça. Alors on est d'accord? Nous allons bien, Andrea. Profite de ton Thanksgiving. Elle est partie, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux, les questions qui se formaient, le soupçon que quelque chose ne collait pas. C'est bien que j'ai passé Thanksgiving dans les hantons. Ma maison, celle qui se trouve à 3 propriétés de l'endroit où Andrea et Marcus s'étaient mariés, était calme, paisible, exactement ce dont j'avais besoin. J'avais invité James, mon ancien petit ami, Curran et sa femme, Derek et son mari, ainsi que Richard Voss et sa famille. Nous avons dîné à 15 heures, cuisiné ensemble, ri, raconté des histoires. C'étaient mes amis. Ceux qui m'ont vu tout construire à partir de rien. Ceux qui savaient ce que je valais, non pas en dollars, mais en détermination, en intelligence et en refus d'accepter les limites des autres. À la famille choisie, virgule. A dit Richard en levant son verre. À la famille choisie, avons-nous dit en écho. Mon téléphone était éteint. Je n'avais pas besoin de voir le chat du groupe familial se remplir de photos de leur parfait Thanksgiving. Je n'avais pas besoin des posts Instagram d'Andrea sur son mari extraordinaire et sa vie extraordinaire. Je savais exactement ce qui se passait là-bas. Je l'avais vécu suffisamment de fois pour écrire le scénario. Maman serait en train de tenir la cour dans la cuisine en dirigeant tout le monde. Papa interrogeait Marcus sur des stratégies d'investissement qu'il ne comprenait pas. L'oncle Richard essaie d'impressionner Marcus avec ses connaissances limitées du marché. Andrea serait rayonnante, fière, au centre de l'attention en tant que Madame Marcus Thornton. Marcus serait assis là, regardant mes parents l'encenser, écoutant leur mépris à peine dissimulé à mon égard, et connaissant la vérité qu'ils refusaient de voir. C'était une conséquence suffisante. Vendredi matin. J'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués. 63 SMS. 12 messages vocaux. La plupart provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Plusieurs provenaient d'Andrea.
3 provenaient du numéro de Marcus au travail. 2 de mes parents. Et un était du portable personnel de Marcus, horodaté à 23h47 le soir de Thanksgiving. Je l'ai écouté. Mademoiselle Chin, Melissa, il faut que je vous parle. Il s'est passé quelque chose au dîner. Rappelle-moi s'il te plaît. C'est urgent. S'il vous plaît. Le message d'Andrea était plus simple. Appelle-moi tout de suite. De maman. Melissa, il faut qu'on parle de ce qu'Andrea nous a dit. Appelle-nous immédiatement. De papa. C'est inacceptable. Tu as délibérément humilié cette famille. J'ai souri. Apparemment, Marcus avait craqué. J'ai appelé Richard. J'ai raté quelque chose d'intéressant? Oh, Melissa. Il riait. Oh, tu n'as pas idée. Andrea m'a appelé hier soir à minuit. Criant à la violation de la confidentialité des clients. Elle avait apparemment demandé à Marcus s'il te connaissait professionnellement et il avait cédé. Il lui a tout dit. Ce qui l'a amené à le dire à tes parents. Ce qui a amené ton père à m'appeler et à me menacer d'une action en justice pour conspiration visant à tromper la famille. Une action en justice pourquoi? C'est ce que j'ai demandé. Il ne pouvait pas articuler une cause réelle d'action. Il est juste furieux que tu l'aies fait passer pour un idiot. Je ne l'ai pas fait passer pour quoi que ce soit. Il l'a fait lui-même. Je le lui ai expliqué. J'ai également expliqué que les accords de confidentialité des clients fonctionnent dans les deux sens et que Marcus a violé le sien en divulguant votre identité sans votre permission. Whitmore & Associates n'est pas content de lui en ce moment. A-t-il des problèmes? Disons que ses patrons veulent comprendre pourquoi il a parlé à sa femme des informations financières privées d'un client. Même si ce client est sa famille. J'ai ressenti un petit pincement, pas vraiment de la culpabilité, mais de la conscience. Je ne voulais pas qu'il perde son travail. Il ne le perdra pas. Mais il sera réprimandé. Et il devrait l'être. Ce n'est pas vous qui avez rompu la confidentialité, Melissa. C'est lui. Qu'ont dit mes parents? Votre mère veut savoir pourquoi vous leur avez menti. Ton père veut savoir pourquoi tu as caché ton succès. Andrea veut savoir si tu as fait ça pour l'embarrasser. Ils sont tous très concentrés sur ce que tu as fait de mal et remarquablement peu intéressés par l'examen de leur propre comportement. C'est typique. Oui. Que dois-je faire? Que veux-tu faire? J'ai réfléchi. Je pourrais les appeler. Je pourrais leur expliquer. Je pouvais essayer de leur faire comprendre que je n'avais rien caché. Ils n'ont tout simplement pas pris la peine de regarder. Mais à quoi cela servirait-il? Rien, moi à Thanksgiving parce que j'étais une gêne. Maintenant, ils savent que je ne suis pas celui qu'ils croyaient, et ils sont en colère parce que je n'ai pas corrigé leurs suppositions. Mais, Richard, leurs suppositions étaient leur problème, pas le mien. Je ne leur dois pas d'explication sur la vie que j'ai construite pendant qu'ils étaient occupés à me rejeter. C'est une limite saine. De plus, tout ce que je dirai maintenant ressemblera à de la jubilation. Si j'avais voulu me réjouir, je leur aurais dit il y a des années. Le fait qu'il l'ait appris par Marcus, alors qu'ils avaient déjà pris leur décision à mon sujet. C'est le karma. Et Marcus? Il a appelé 6 fois. Il a violé la confidentialité. Il ne reçoit rien de moi. Et Andrea? J'ai pensé à ma cousine. L'enfant chéri. Celle qui avait toujours été choisie, louée, préférée à moi. Celle qui avait épousé un homme qu'elle pensait être le summum de la réussite, pour découvrir que c'était sa cousine congédiée qui payait ses honoraires. Andrea doit vivre avec la certitude qu'elle a passé des années à plaindre quelqu'un dont elle aurait dû apprendre. Froid. Précise. Richard rit. Tu sais qu'ils ne vont pas laisser passer ça. Ils finiront par le faire. Parce que je vais leur faire comprendre très clairement que s'ils veulent avoir accès à moi maintenant qu'ils savent ce que je vaux, le prix à payer est de reconnaître la façon dont ils m'ont traité auparavant. Et ils ne le paieront pas, leur fierté ne le permettra pas. Vous avez probablement raison. Je sais que j'ai raison. Ils seront en colère pendant un moment. Ils leur auront dit. Ils se feront les victimes de cette histoire. Et puis, quand je ne m'excuserai pas. Quand je ne reviendrai pas en rampant,
avides de leur approbation, ils passeront à autre chose. Ils trouveront quelqu'un d'autre à féliciter, quelqu'un d'autre sur qui centrer leur récit. Et je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. Je construirai ma vie sans leur contribution ni leur permission. Et Marcus? Et lui? Sa carrière pourrait en pâtir. Les violations de la confidentialité des clients sont graves. Alors il n'aurait pas dû la violer. Je ne l'ai pas forcé à le dire à Andrea. Il a fait ce choix. C'est à lui de gérer les conséquences. 6 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Marcus. Objet, démission et excuses. Je voulais vous informer personnellement que j'ai démissionné de Whitmore et Associés. Le cabinet et moi-même avons convenu que c'était la meilleure solution. Compte tenu des circonstances. J'ai recommandé ma collègue Jennifer Santos pour reprendre le compte 47 Alpha. Elle est excellente et je pense que vous serez satisfait de son travail. Je tiens également à m'excuser. J'ai violé votre confidentialité et il n'y a aucune excuse pour cela. Vous m'avez confié votre portefeuille et j'ai trahi cette confiance en révélant votre identité. J'ai appris une dure leçon sur les limites professionnelles et j'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Pour ce que ça vaut, j'ai dit autre chose à votre famille ce soir-là. Je leur ai dit qu'ils étaient idiots de ne pas avoir vu ce qui se trouvait juste devant eux. Je leur ai dit que vous étiez l'un des investisseurs les plus sophistiqués avec lesquels j'avais jamais travaillé, et que leur ignorance de votre réussite témoignait de leur manque total d'intérêt pour vous connaître. Je leur ai dit que si mes futurs enfants accomplissaient un jour quelque chose d'extraordinaire, j'espérais être assez intelligent pour le remarquer. Votre père m'a demandé de partir après cela. Andrea et moi suivons une thérapie. Je ne sais pas si notre mariage survivra à cela. Elle est en colère parce que j'ai gardé ton secret et je comprends pourquoi. Mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que sa colère est moins liée au secret qu'au fait que tu as réussi d'une manière qui la met mal à l'aise. Je suis désolée d'avoir joué un rôle dans tout cela. Tu méritais mieux de ta famille et tu méritais certainement mieux de moi. Sincèrement, Marcus Thornton. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transmise à Richard sans commentaire. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Eh bien, c'est quelque chose. C'est vrai. Vas-tu répondre? Non. Il s'est excusé. Il t'a défendu auprès de ta famille. Il est en train de perdre son mariage à cause de CA. Et elle perd son mariage parce qu'il a violé l'éthique professionnelle et a caché des secrets à sa femme. Ce n'est pas ma faute. C'est vrai. Mais Melissa a pris ta défense. Face à votre père. Cela a demandé du courage. Et elle a fallu de la culpabilité. C'est différent. Peut-être. Mais je pense qu'il le pensait. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La nuit commençait à tomber sur Manhattan, transformant la ville en quelque chose de propre et de nouveau. Peu importe s'il le pensait, ai-je dit. Ce qui compte, c'est qu'il ait enfin vu la vérité. Ils l'ont tous fait. Non pas parce que je les ai convaincus ou que je me suis prouvé à eux, mais parce que l'univers leur a mis la vérité sous les yeux d'une manière qu'ils ne pouvaient pas ignorer ou rejeter. Et qu'est-ce que ça fait? Tranquille et virgule. Ai-je dit. C'est calme. Et c'est ce qui s'est passé. La colère que je portais depuis si longtemps, la blessure d'avoir été rejetée, la frustration d'avoir été sous-estimée, tout cela s'est dissipé comme un brouillard matinal. Elle s'est dissipée comme un brouillard matinal. Ce qui restait, c'était le simple fait de ma vie. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire. Je l'avais fait sans leur aide, sans leur approbation, sans leur confiance. Leur aveuglement à cet égard était leur perte, pas la mienne. Mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. Bonjour, Melissa. C'est Jennifer Santos de Whitmore Associates. Je voulais me présenter et planifier notre premier examen trimestriel pour le compte 47 Alpha. Je suis honorée de prendre en charge ce portefeuille. Est-ce que le 15 janvier à 14 h vous conviendrait? J'ai répondu par texto. Ça marche. Et Jennifer. Restons strictement professionnels. Pas de questions personnelles. Absolument. C'est comme ça que je préfère travailler aussi. C'est parfait. Le groupe de discussion familiale était silencieux depuis des semaines. Techniquement, j'en faisais toujours partie, mais plus personne ne postait. Le silence était plus fort que n'importe quelle dispute. Puis, 2 jours avant Noël, j'ai reçu un message de maman. Melissa, je crois qu'il faut qu'on parle.
Pouvons-nous nous retrouver pour déjeuner après les fêtes? Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Finalement, j'ai tapé, je ne pense pas, maman. Mais je te remercie de me le demander. Sa réponse a été immédiate, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous couper les vivres. Je ne vous coupe pas les vivres. Je choisis simplement de ne pas investir de temps et d'énergie dans des relations qui m'ont toujours dévalorisé. Tu ne m'as pas invité à Thanksgiving parce que tu étais gêné parce que tu pensais que j'étais point maintenant. Tu veux qu'on déjeune ensemble parce que tu sais qui je suis vraiment. Les relations qui dépendent de ma valeur nette ne m'intéressent pas, point les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, ce n'est pas juste, point. Vous avez raison. Ce n'est pas juste. Mais c'est honnête. Et j'ai décidé que l'honnêteté était plus importante pour moi que l'équité. Pas de réponse. J'ai rangé mon téléphone et je me suis remis au travail. J'avais une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Ensuite, une revue de portefeuille. Un dîner avec James et Derek pour discuter des projections du premier trimestre. Une vie bien remplie, pleine de sens et entièrement mienne. Et la famille continuerait sans moi. Andrea se rétablirait ou ne se rétablirait pas, Marcus reconstruirait sa carrière ou ne la reconstruirait pas. Mes parents trouveraient quelqu'un d'autre dont ils pourraient être fiers, une autre réussite dont ils pourraient se prévaloir. Et moi. Je continuerai à construire. Je continuerai à investir. Prouver, non pas à eux mais à moi-même, que la petite fille tranquille qui aimait les ordinateurs avait raison depuis le début. Et la réussite ne dépend pas de ceux qui croient en vous. Il s'agit de savoir si vous croyez suffisamment en vous pour construire quelque chose d'extraordinaire, même lorsque tout le monde autour de vous insiste sur le fait que vous êtes fait pour quelque chose de plus petit. J'y ai cru, et cela a fait toute la différence. You don't have to think about a single thing right now. For once, your thoughts are quiet. Your brain is silent. Your brain has been hijacked, taken over, and melted right down. Does it make you want to close your eyes? Do you feel how it makes your eyelids feel heavier?